La propulsion des aéronefs. Des premiers ornithoptères de l'Antiquité jusqu'au début du XVIIIe siècle, l'être humain imagine, de manière plus ou moins réaliste, ce que pourrait être une machine volante. Puis la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle voient le début de la conquête de l'air avec le développement de l'aérostation et de nombreuses tentatives de vol plané. Il faudra attendre le début du XXe siècle, pour que l'évidence s'impose. Les plus lourds que l'air ont besoin d'un moyen de propulsion, le moteur. Au début de l'aviation, les avions étaient propulsés principalement par des moteurs à piston. Les frères Wright ont utilisé un moteur à piston pour propulser leur avion lors du premier vol en 1903. L'avènement des propulseurs à réaction a marqué un tournant majeur. En 1930, Frank Whittle, un ingénieur britannique, a conçu le premier moteur à réaction. Peu de temps après, Hans von Neumann en Allemagne a également développé un moteur à réaction. La propulsion par réaction. Le principe d'action-réaction est un principe que tout le monde connaît. C'est le ballon de baudruche gonflé que l'on tient entre les doigts. Ce même ballon que l'on relâche et qui s'envole. En fait, lorsque l'on relâche le ballon, l'air expulsé crée une action dirigée dans un sens, et le ballon, lui, crée une réaction dirigée dans le sens opposé à l'air expulsé, propulsant le ballon dans les airs. Voici donc un principe d'action-réaction. Isaac Newton a formulé le principe d'action et réaction, également connu sous le nom de troisième loi du mouvement, dans son ouvrage publié en 1687. La troisième loi de Newton énonce que pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée. Autrement dit, si un objet exerce une force sur un autre objet, alors le deuxième objet exerce une force d'égale magnitude mais dans la direction opposée sur le premier objet. La nature utilise ce principe depuis toujours. Les céphalopodes marins, tels que les calmars et les poulpes, utilisent une méthode de propulsion appelée propulsion à réaction pour se déplacer dans l'eau. Ce mécanisme est similaire à celui des jets d'eau utilisés dans certains engins spatiaux. Les céphalopodes peuvent expulser de l'eau à travers un entonnoir, créant une force de propulsion qui les propulse dans la direction opposée. Les anciens savaient déjà utiliser ce principe, comme avec l'éolipile. L'éolipile est un dispositif antique qui démontre le principe de la propulsion par action-réaction avec de la vapeur. Il a été décrit par Héron d'Alexandrie, un ingénieur grec, au 1er siècle de notre ère. Ce dispositif n'était pas utilisé à des fins pratiques, mais plutôt comme une curiosité scientifique. Actuellement bien sûr, les propulseurs à réaction, communément appelés réacteurs, sont des dispositifs utilisés pour propulser des aéronefs tels que les avions. Ils fonctionnent en expulsant des gaz à haute vélocité à l'arrière de l'appareil, générant une force de réaction qui propulse l'aéronef vers l'avant. La classification des propulseurs. Dans les appareils à réaction directe, l'énergie cinétique des gaz, EC, sert totalement à la propulsion. C'est le cas des fusées ou des pulsoréacteurs. Dans les appareils à réaction directe, l'énergie cinétique des gaz, EC, peut servir qu'en partie à la propulsion, l'autre partie étant convertie en énergie mécanique, EM. C'est le cas des turboréacteurs. Pour les appareils à réaction indirecte, l'énergie cinétique des gaz, EC, est presque totalement transformée en énergie mécanique, EM. C'est le cas des turbomoteurs et des turbopropulseurs. Cycle de production d'énergie. La plupart des moteurs utilisent l'air comme comburant et lui font subir des séries de transformations suivant trois phases principales, compression, combustion, détente. Sachant bien que la majorité des propulseurs fonctionnent avec de l'oxygène, le moteur de fusée, évoluant dans l'espace sans oxygène, lui fonctionne avec un mélange particulier, le propergol. On parlera alors plutôt de comburant pour expliquer le cycle de production d'énergie. Dans la phase 1, le comburant est compressé. Il sera injecté dans la chambre de combustion avec le carburant dans la phase 2. Ce mélange sera enflammé.
Cette inflammation produira, en phase 3, une détente sous forme de gaz expulsé à grande vitesse, créant de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique sera alors utilisée directement pour la propulsion, soit transformée en énergie mécanique, ou une combinaison des deux. Ce cycle de production d'énergie est pratiquement le même que ce soit pour un turboréacteur ou pour un groupe motopropulseur avec ses pistons. En phase 1, c'est l'admission de l'air pour le turboréacteur, en phase A, c'est l'admission de l'air et du carburant pour le groupe motopropulseur. En phase 2 pour le turboréacteur et en phase B pour le groupe motopropulseur, c'est la compression des éléments admis. En phase 3 pour le turboréacteur, ce sera l'admission du carburant, puis la combustion du mélange. En phase C pour le groupe motopropulseur, c'est la combustion du mélange admis précédemment, entraînant une détente permettant de faire tourner le vilebrequin. La dernière phase, la 4 pour le turboréacteur, concerne la détente créée par la combustion et l'échappement des gaz vers l'extérieur. Pour le groupe motopropulseur, la phase D concerne l'expulsion des gaz brûlés. Turbine à gaz. Le terme turbine à gaz désigne un type de moteur transformant de l'énergie à l'aide des éléments, compresseurs, chambres de combustion, turbine. La turbine étant liée mécaniquement au compresseur par un arbre. Une turbine à gaz peut avoir des utilisations diverses, turboréacteur, turbomoteur, turbopropulseur. Dans un GTR groupe turboréacteur appelé plus simplement turboréacteur, le générateur de gaz va principalement fournir de la poussée, c'est une propulsion par réaction directe. Ce type de turbine à gaz est monté sur des avions sans hélice, ce peut être des turboréacteurs simple flux ou des turboréacteurs double flux comme sur les avions commerciaux. Le turboréacteur simple flux tient son nom du fait que le seul flux permettant la propulsion est le flux sortant du générateur de gaz. Le turboréacteur double flux quant à lui est l'évolution du simple flux avec l'ajout d'un fan à l'avant, permettant d'obtenir un deuxième flux dit froid autour du générateur de gaz créant une poussée supplémentaire. Dans un GTM, groupe turbomoteur appelé plus simplement turbomoteur, le générateur de gaz crée de la puissance sur un arbre, entraînant un récepteur quelconque. C'est une propulsion par réaction indirecte. Ce type de turbine à gaz se retrouvera majoritairement sur des hélicoptères, mais pourra également se retrouver sur des turbotrains, des hydroglisseurs, des navires ou sur toute autre machine ayant besoin de la puissance d'une turbomachine. Dans un GTP, groupe turbopropulseur appelé plus simplement turbopropulseur ou turboprop, le générateur de gaz crée de la puissance sur un arbre, entraînant une hélice. C'est une propulsion par réaction indirecte. Ce type de turbine à gaz se retrouvera sur des avions de moyen et fort tonnage avec hélice. Les avions à hélice de faible tonnage privilégieront principalement le groupe motopropulseur. Ces turbines à gaz ont un point commun, elles ont tout un générateur de gaz et ce dernier est constitué des mêmes éléments. Un générateur de gaz classique comprendra toujours un étage de compression, permettant de compresser le comburant. Une chambre de combustion, où le comburant et le carburant seront enflammés afin de créer de l'énergie cinétique. Un étage de turbine qui transformera une partie de l'énergie cinétique en énergie mécanique, permettant entre autres la rotation du compresseur. On pourra rajouter les mêmes éléments suivants sur notre générateur de gaz. Une entrée d'air permettant l'admission du comburant. Une tuyère qui permettra soit de créer une poussée supplémentaire ou permettra simplement d'évacuer les gaz brûlés. Principaux éléments d'une turbine à gaz. Les entrées d'air. L'entrée d'air est un conduit destiné à capter l'air et à l'amener dans les meilleures conditions possibles à l'entrée du compresseur. Sa forme est étudiée pour que la résistance à l'avancement soit aussi faible que possible et que l'écoulement soit régulier. Dans un turboréacteur, l'entrée d'air avion est à section de passage conçue de façon à transformer l'énergie cinétique de l'air en pression. Dans un turbopropulseur, l'entrée d'air est en général située derrière l'hélice et, de ce fait, le souffle engendré par l'hélice améliore la captation de l'air.
dans un turbomoteur, l'entrée d'air est généralement de section régulière et, ainsi, elle n'assure pratiquement pas de transformation. Les compresseurs. L'obtention d'un bon rendement implique une alimentation en air sous pression. Le rôle du compresseur est d'assurer cette alimentation. Un compresseur comprend un rotor, air, ou aube mobile, qui communique le mouvement à une masse d'air, la rotation de celui-ci est assurée par la turbine. Un stator, S, ou aube fixe, qui transforme une partie de la vitesse de l'air en pression tout en le redressant. On rencontre des compresseurs de type axial, de type centrifugeux et, dans certains cas, l'association des deux types en série. Le compresseur axial tient son nom du fait que l'écoulement d'air à la sortie du compresseur est dirigé dans l'axe du moteur. Il est constitué de plusieurs étages, chaque étage comprenant une rangée d'aubes mobiles accélérant le flux d'air et permettant également de le compresser, suivi d'une rangée d'aubes fixes permettant d'augmenter encore la pression tout en redressant le filet d'air. Le rotor portera le nom de roue et le stator le nom de diffuseur. Un compresseur axial comprend donc dans l'ordre une roue et un diffuseur. Le compresseur centrifugeux tient son nom du fait que l'écoulement d'air à la sortie du compresseur est dirigé radialement par rapport à l'axe du moteur. Tout comme une pompe centrifugeuse où le liquide arrive en son centre avant d'être accéléré et projeté vers les côtés de celle-ci. Il est constitué de plusieurs étages, chaque étage comprenant une rangée d'aubes mobiles permettant d'accélérer le flux d'air en le compressant également, suivi de deux étages d'aubes fixes permettant d'augmenter encore la pression tout en redressant le filet d'air. Le rotor portera le nom de rouet et les stators le nom de diffuseur. Le premier étage de diffuseur augmentant la pression et empêchant les filets d'air de tourner, le deuxième continuant la compression tout en redressant le filet d'air dans l'axe du moteur. Un compresseur centrifugeux comprend donc dans l'ordre un rouet et deux diffuseurs. Les étages de compression peuvent être axiaux, centrifugeux ou même mixtes. La chambre de combustion. La chambre de combustion sert à brûler un mélange de carburant et d'air et à délivrer les gaz issus de la combustion vers la turbine. Il s'agit en fait de la transformation de l'énergie potentielle contenue dans le carburant en énergie calorifique, puis en énergie cinétique. Le rapport ou mélange idéal carburant-air pour obtenir une bonne combustion est d'environ 1/15, richesse stéchiométrique, cela veut donc dire que pour 1 gramme de carburant, j'injecterai en simultané 15 grammes d'air. De nombreux types de chambres de combustion existent, les principales sont les suivantes. Les chambres individuelles sont constituées de multiples tubes, donc de multiples chambres de combustion. La chambre tubo-annulaire est constituée de chambres individuelles carénées avec la paroi de forme annulaire. La dernière est la chambre annulaire, une chambre ressemblant à un anneau creux, disposant de multiples points d'inflammation. C'est ce type de chambre de combustion qui est actuellement la plus employée. La chambre annulaire reçoit l'air des compresseurs, avec le carburant par l'intermédiaire de multiples injecteurs situés sur tout son pourtour, avant d'enflammer le mélange. L'énergie calorifique créée dans ce foyer permettra de créer de l'énergie cinétique par la détente des gaz. Les turbines. La turbine T a pour rôle de transformer l'énergie des gaz brûlés, énergie cinétique EC, provenant de la combustion en énergie mécanique permettant l'entraînement du compresseur, des accessoires par l'intermédiaire d'une gearbox qui pourra entraîner un alternateur ou une pompe hydraulique et, éventuellement d'un récepteur, une hélice d'avion ou une boîte de transmission principale d'hélicoptère. Un étage de turbine comprend une rangée d'aubes fixes, stator ou distributeur, et une rangée d'aubes mobiles, rotor ou roue. Les gaz issus de la combustion s'écoulent d'abord par les aubes fixes. Une partie de la pression est transformée en vitesse du fait du passage convergent et l'écoulement est dévié dans la direction des pales de la roue. Il s'écoule ensuite à travers les pales de la roue sur lesquelles prennent naissance les forces provoquant la rotation. Cela fonctionne exactement comme un moulin à eau, où la roue à aube tourne sous la pression de l'eau sur ses pales. Les tuyères.
Le système d'échappement d'une turbomachine a pour rôle principal d'évacuer les gaz d'échappement tout en générant quelquefois la poussée nécessaire au déplacement de l'avion. 4 types de tuyères sont employés. La tuyère convergente. La tuyère divergente. La tuyère thermopropulsive. La tuyère à section variable. La tuyère convergente est l'échappement privilégié du turboréacteur. Équipant les avions subsoniques, l'échappement des gaz s'effectue par le canal qui forme un passage convergent. La diminution du diamètre de sortie provoque une accélération des gaz, donc une augmentation de la poussée par action-réaction. Cette accélération se retrouve dans le jeu de cet enfant qui écrase le tuyau d'arrosage pour créer un jet d'eau qui mouillera son grand-père. Dans une tuyère divergente, la détente se fait principalement dans la turbine et l'augmentation de poussée n'étant pas souhaitée, le canal forme un passage s'élargissant. La poussée néanmoins produite est dite résiduelle, c'est en quelque sorte uniquement un pot d'échappement. Ce type de tuyère équipe les hélicoptères et les avions à hélice. Pour éviter l'effet dit d'étranglement qui se produit aux alentours de la vitesse du son, on dispose d'une section convergente, divergente. Ce genre de tuyère est appelée tuyère thermopropulsive. Cette tuyère est très efficace aux vitesses supérieures à la vitesse du son, mais reste moyenne aux vitesses subsoniques. On retrouvera ce type de tuyère sur les moteurs de fusée. Certains turboréacteurs sont munis d'un dispositif d'échappement à section de sortie variable. La variation est obtenue soit par des volets, soit par le déplacement d'un cône profilé dans la section. Cette section variable permet d'adapter la tuyère aux différentes conditions de fonctionnement, subsonique, supersonique. Synthèse. Repérons ensemble sur cette MTR 390 les différents éléments composant une turbomachine. L'entrée d'air. Pour le compresseur, il est de type centrifugeux, il y en a même deux. J'aurai donc dans l'ordre le rouet, le rotor, et ensuite deux diffuseurs, les stators, puis ensuite le deuxième rouet et les deux derniers diffuseurs. La chambre de combustion. Puis la partie turbine, dans ce type de moteur j'ai 3 étages de turbine. À l'inverse du compresseur, la première partie est le stator, la deuxième le rotor. J'ai donc un distributeur suivi d'une roue de turbine et cela 3 fois de suite. Voici donc l'architecture d'un MTR 390. Repérons ensemble sur cette RTM 322 les différents éléments composant une turbomachine. Tout d'abord l'entrée d'air. Pour le compresseur, on remarque pour commencer 3 compresseurs axiaux, suivis d'un compresseur centrifugeux. J'aurai donc dans l'ordre la roue du premier compresseur axial, le rotor, et ensuite un diffuseur, le stator, et cela 3 fois de suite. Puis ensuite le compresseur centrifugeux donc, un rouet suivi de ces deux diffuseurs. La chambre de combustion. Puis la partie turbine, dans ce type de moteur j'ai 4 étages de turbine. À l'inverse du compresseur, la première partie est le stator, la deuxième le rotor. J'ai donc un distributeur suivi d'une roue de turbine et cela 4 fois de suite. Voici donc l'architecture d'un RTM 322. English vocabulary. Le moteur se dira en anglais. The engine. L'entrée d'air se dira en anglais. The air intake. La tuyère se dira en anglais. The nozzle. Le compresseur axial se dira en anglais. The axial compressor. Le diffuseur se dira en anglais. The diffuser. Le compresseur centrifugeux se dira en anglais. The centrifugal compressor. Les diffuseurs se diront en anglais. The diffusers. La chambre de combustion se dira en anglais. The combustion chamber or the burner. Le distributeur se dira en anglais. The nozzle guide vane. Le disque de turbine
se dira en anglais. The turbine disk.